Là, le déplacement du ministre, c'est important de le préciser, c'est un déplacement qui va, je l'espère en tout cas, marquer une nouvelle étape sur le chemin, et c'est un chemin qui est long encore, de la reprise du dialogue et surtout des discussions tripartites. Philippe Dunoyer, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour cette deuxième interview politique de la semaine, à la veille de l'arrivée de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Avant d'en venir aux questions, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ? Philippe Dunoyer, donc je suis député de Nouvelle-Calédonie depuis 2017. Philippe Dunoyer, les indépendantistes qui ont refusé de s'exprimer avant la venue du ministre ont néanmoins affirmé haut et fort un point, ils sont unis pour parler d'un sujet unique avec Gérald Darmanin, l'accession à l'indépendance. Alors qu'en est-il du côté des non-indépendantistes ? Êtes-vous unis et quel sujet comptez-vous mettre sur la table ? Alors la première chose, c'est que cette unité déclarée par les indépendantistes, elle n'a pas été facile à afficher. Enfin, j'observe que ça a pris du temps et je pense qu'on peut dire, compte tenu de ce qui se passe en province des Îles, par exemple, ou d'autres situations de tension entre partis indépendantistes, je pense que cette unité, elle est perfectible aussi. C'est-à-dire qu'on peut l'afficher, on peut l'affirmer, mais je ne dirais pas qu'elle est de façade, parce qu'elle est réelle, mais enfin, elle n'est pas non plus complète. Je vais prendre un autre exemple. Depuis toujours, l'UC et l'UNI, PALICA, ne portent pas le même projet d'indépendance. Il en va de même du côté de la sensibilité non-indépendantiste. On est unis, puisqu'on a tous appelé à voter non aux 3 référendums. Donc là-dessus, cette trajectoire est la même. Et puis ensuite, chacun, alors avec des temps un peu différents, mais chacun va exprimer des sensibilités, des approches différentes. Là, le déplacement du ministre, c'est important de le préciser, c'est un déplacement qui va, je l'espère en tout cas, marquer une nouvelle étape sur le chemin, mais c'est un chemin qui est long encore, de la reprise du dialogue et surtout des discussions tripartites. Pour le moment, malheureusement, je n'ai pas compris que ce séjour allait permettre de constituer déjà les groupes à 3, indépendantistes, non-indépendantistes et l'État. Côté non-indépendantiste, qu'est-ce que vous allez dire au ministre ? D'abord, j'espère que les indépendantistes vont officialiser la reprise des discussions avec l'État. Il faut qu'on ait au moins cette étape de franchie. Ensuite, il nous restera à savoir comment, selon quel calendrier, avec quelle thématique, ces bilatérales vont se tenir, parce qu'elles ne sont que le préalable nécessaire, mais le préalable aux discussions tripartites. Et à partir des discussions tripartites, seulement à ce moment-là, on pourra discuter du fond. J'allais vous demander à quoi allaient servir ces fameuses réunions bilatérales, dans la mesure où, en Nouvelle-Calédonie, les choses se sont toujours passées avec les 3 partenaires historiques que sont l'État, les non-indépendantistes et les indépendantistes. On sort quand même d'une séquence d'environ 18 mois où boycott du 3e référendum par les indépendantistes, boycott de la Convention des partenaires à Paris par les indépendantistes, boycott des groupes de travail au Sarria, enfin on a quand même boycott sur boycott et plus de discussion. Historiquement, c'est pas nouveau. Historiquement, c'est pas nouveau. Pour arriver à l'accord de Nouméa en 1998, il y avait eu aussi, je dirais, des séquences analogues qui ont permis d'aboutir à ce consensus sur un accord. Donc je ne suis pas surpris. Le ministre, d'ailleurs, la dernière fois, lors de son dernier déplacement, avait dit OK pour donner du temps, OK pour que vous vous réunissiez, le FLNKS, et que vous me disiez quand vous êtes prêts. Là, ils sont prêts, donc cette étape va symboliquement être franchie, je l'espère, pendant ce séjour, et ensuite, elle va ouvrir 2 nouveaux espaces de dialogue. Alors on parlait d'une reprise des négociations avant un temps qui peut être plus ou moins long. Un article du Figaro nous fait savoir qu'Emmanuel Macron semble vouloir aboutir à une révision constitutionnelle autour du printemps 2024. Est-ce que le calendrier, il est fixé par Emmanuel Macron ou est-ce qu'il y aura une latitude des acteurs calédoniens à ce niveau-là ? Oui, alors il y aura, de toute façon, il y a une latitude. J'ai entendu aussi, et le président de la République, depuis un moment, est positionné dans la perspective d'une révision constitutionnelle, déjà du temps de son premier mandat. Là, il y a d'autres sujets, évidemment, que la Nouvelle-Calédonie, la Corse, le mode de désignation ou d'élection des députés, la réforme de la centralisation. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui concernent l'Hexagone, la France, et puis il y a les sujets calédoniens dans tous ces sujets-là. Donc ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres qui nous échappent, et ça va dépendre de la réussite, de la progression qu'on aura dans les étapes du dialogue. À propos de ce fameux dialogue, sur le papier, il y a quand même une équation qui semble impossible à résoudre. Les indépendantistes demandent l'accession à la pleine souveraineté,
avec des nuances en fonction des partis. Les non-indépendantistes réclament un nouveau statut en se basant sur les 3 référendums, sauf que le résultat de la dernière consultation est contesté par les indépendantistes. Donc, comment faire pour éviter de tomber dans qui a tort, qui a raison, mais pour aboutir à un consensus? Eh ben, c'est aussi simple, c'est compliqué bien sûr, mais c'est aussi simple qu'en 1998. C'est beaucoup plus simple qu'en 1988, où là on sortait d'une période qui n'avait rien à voir, fort heureusement, avec celle que l'on vit, mais finalement ces antagonismes ils sont anciens. Les indépendantistes sont indépendantistes depuis qu'ils sont indépendantistes, et les non-indépendantistes de la même manière. Donc c'était aussi impossible en 1988, encore plus, aussi impossible en 1998, et on y est arrivé. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont d'autres situations. La contestation du 3e référendum est un sujet, il faut qu'on le passe derrière, parce que ce référendum il a eu lieu, il a été organisé dans les règles, et son résultat il s'impose. Mais et on l'a toujours dit, ce n'est pas le résultat d'un référendum qui va décréter le nouveau statut, parce que ce résultat, il est quasiment, alors pas le 3e, mais il n'y avait pas les indépendantistes qui participaient, mais il coupe les Calédoniens en deux morceaux à peu près égaux. Or, les solutions, 88 et 98, c'était une très grande majorité de Calédoniens, c'était quasiment les 3/4 qui ont validé l'accord de Nouméa. Donc, c'est par la discussion, et la discussion, quand elle est bien menée, dès lors que tout le monde a franchi ses premières étapes, ou ses prérequis, elle doit aboutir à des accords, à un accord. Et je pense que Gérald Darmanin, je suis sûr que Gérald Darmanin a la bonne approche, il a cette sensibilité, il sait que c'est compliqué chez nous, c'est parfois plus long que ce qu'on voudrait, mais qu'au bout du bout, la solution, la seule, c'est la voie consensuelle pour finir par sortir une sortie de l'accord de Nouméa, trouver un nouvel accord, qu'il soit pour certains temporaire et pour d'autres définitif. Il va falloir qu'on se mette tous d'accord parce que c'est aux Calédoniens de le valider avant que, à l'Assemblée nationale et au Sénat, la représentation parlementaire le valide. Ça tombe bien que vous parliez de Gérald Darmanin. Quel regard vous portez sur son style, sur sa méthode? Je trouve que Gérald Darmanin, il a une approche et une sensibilité parfaite du dossier calédonien. C'est-à-dire qu'il y est rentré, entre guillemets, de force, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, mais il est très intéressé par le dossier calédonien. Il a compris d'où nous partions, c'est-à-dire de très loin, parce que les 3 référendums ont quand même exorciser des craintes et puis antagoniser les positions. Donc il sait que du jour au lendemain, on ne va pas tout régler d'un coup. Il prend le temps, il le dit, il se déplace en Nouvelle-Calédonie, comme Sébastien Lecornu l'avait fait. Donc là-dessus, c'est des points de méthode qui sont identiques, et tant mieux. Mais il a la bonne approche. Aujourd'hui, moi, je lui fais totalement confiance pour nourrir, et c'est le cas, le dialogue avec les indépendantistes à titre personnel, créer ces espaces bilatéral et déboucher enfin sur les discussions à tripartite. Au cœur de ces discussions tripartites, justement, il y aura une question qui peut être le nœud central ou qui peut être réglée par un projet, par une question, c'est celui du corps électoral, bien évidemment. Comment faire pour vous mettre d'accord, non-indépendantistes et indépendantistes, sur cette question-là? Il y a plusieurs possibilités pour se mettre d'accord. Évidemment, si chacun campe sur ses positions, certains voulant rien ouvrir du tout, et à l'envers, l'autre possibilité c'est de tout ouvrir, bien sûr que c'est totalement antagoniste. Tout autant que oui ou non à la pleine souveraineté. C'est impossible de concilier deux positions aussi tankées. Donc la discussion doit s'ouvrir. C'est le sujet, vous avez raison, c'est un des sujets les plus thermonucléaires, les plus fragiles, les plus dangereux de nos accords. Et on ne peut pas commencer, à mon avis, enfin on verra comment ça se passe, mais par celui-là. Il faut déjà rétablir le climat de dialogue, le climat de confiance entre les partenaires, ouvrir des sujets de discussion et aboutir, comme le dit d'ailleurs Gérald Darmanin, ce n'est pas un sujet qu'on va évacuer d'un revers de la main, c'est le sujet parmi les sujets qu'il faudra que l'on traite, et probablement que la solution, là aussi, elle sera entre les deux, parce qu'il y a des arguments objectifs pour expliquer aux indépendantistes que le gel est une situation juridiquement impossible et politiquement impensable. Je vais finir avec une question qui envisage les choses, on va dire, sur un temps un peu plus long, même s'il y a beaucoup de questions à régler avant. Les indépendantistes ont un projet, c'est l'indépendance. J'ai envie de vous demander quel est le projet des non-indépendantistes. Je vous pose la question parce que vos adversaires politiques vous reprochent souvent de vouloir rester, les non-indépendantistes, dans une sorte de statu quo. Alors, je dirais que c'est un peu osé de la part des indépendantistes parce que si le projet c'est l'indépendance, c'est un peu insuffisant quand même.
L'indépendance, c'est un concept, c'est un objectif, c'est une foi qu'on peut avoir, mais enfin, ça ne décrit pas comment vont fonctionner les institutions, comment on va faire pour faire tourner la Nouvelle-Calédonie et comment on va cheminer d'une nouvelle étape après 88, après 98. Donc nous, on a des propositions. En tout cas, je parle de Calédonie ensemble. Ces propositions, on a considéré qu'il était prématuré de les mettre sur la table parce que il n'y avait aucun espace de dialogue qui existait, ni à 3 et même pas à 2. Si ce voyage, et Gérald Darmanin permet d'acter le franchissement de cette étape, avec un calendrier, une méthode, à ce moment-là, on va considérer qu'il y a un espace qui s'ouvre pour pouvoir présenter bien sûr ce qu'on pense, qu'on proposera aux Calédoniens, mais aussi à l'État, aux autres formations non indépendantistes et aux indépendantistes. Parce que si on veut un consensus, il se construit avec ceux qui ne partagent pas la même opinion que vous. Donc, je vais rassurer ceux qui s'inquiètent, je ne sais pas si c'est une vraie inquiétude, on a bien sûr réfléchi, on a des propositions, mais il faut qu'elles arrivent au moment où le dialogue est possible, où on va s'écouter et pas seulement critiquer, quoi qu'il arrive, les propositions des autres.